à tous, bienvenue sur le plateau de Corrèze Télévision, sur le Forum des lecteurs, avec aujourd'hui Romain Puertolas, Aurélie Valogne et Laetitia Colombani. Bonjour à tous les trois. Alors à vous trois, vous totalisez parmi les plus grosses ventes des livres en France. Vous êtes ce qu'on dit dans le jargon des poids lourds de l'édition. Et selon le Figaro, la romancière préférée est à ma gauche. C'est vous, la romancière préférée des Français. C'est vous, Aurélie Valogne. Si on parle en termes de livres vendus, vous êtes, je crois, à la 4e place. Enfin, d'une année à l'autre, ça peut bouger. Vous êtes juste devant Marc Lévy et derrière Joël Dicker et Guillaume Musso. Ça donne un peu le tournis. C'est assez extraordinaire. Moi, je crois que mes parents, même eux, ils n'y croient pas. Ils me disent, mais c'est un coup marketing. Là, quelqu'un a vérifié les chiffres. Moi, je ne peux pas les vérifier, mais c'est vrai que quand on voit le monde qu'il y a sur les salons, qui se déplacent pour venir nous rencontrer, là, tout devient beaucoup plus réel. Et forcément, ça fait extrêmement plaisir. Après, rien n'est jamais acquis et on se remet au travail et on écrit. Alors, vous m'avez dit que vous étiez arrivé dès jeudi soir, donc vendredi matin, vous étiez à pied d'œuvre pour signer les dédicaces. Il y avait beaucoup de monde qui faisait la queue. Est-ce que vous savez à peu près le temps moyen que les gens attendent pour venir vous voir ? Alors vendredi, ça allait un peu plus vite, mais je pense qu'il y avait au moins une demi-heure de queue. Et là, aujourd'hui, c'est plus d'une heure et demie. Donc ça, c'est... Voilà, je sais pas. En fait, ça fait chaud au cœur. Il y en a beaucoup qui sont dans la salle, donc je ne sais pas combien de temps exactement ils ont attendu. Mais c'est sûr que ça fait extrêmement chaud au cœur. Moi, je m'excuse parce que c'est compliqué d'attendre par cette chaleur, avec autant de monde autour de soi. Mais après, c'est aussi pour ça que je veux prendre du temps avec chacun des lecteurs pour discuter. Et ça fait toujours beaucoup de bien d'entendre ce qu'ils ont à nous dire sur le texte. Les salons du livre, ça fait partie de la promotion qui suit toute publication d'un livre. Est-ce que ce n'est pas un peu fatigant ? Est-ce que ça ne vous entraîne pas dans une course infernale qui vous empêcherait d'écrire le suivant ? Ça fait partie du jeu ? Alors moi, je m'organise de façon à pas faire de salon quand j'écris. Donc j'écris, la période active d'écriture, c'est plutôt août, septembre et octobre aussi. Et voilà, si je fais un salon, ça, c'est carrément gérable. Si j'en fais 4 ou 5, non, j'y arriverai pas. Mais Brive, c'est comme Noël. Donc c'est pas grave si on est un peu fatigué, si on a abusé du foie gras ou autre. On revient avec plaisir et c'est toujours des grands moments. La cerise sur le gâteau est votre 5e roman paru chez Mazarine. Vous mettez cette fois votre plume au service de l'écologie. C'est un nouveau thème pour vous. Vous endossez la veste d'un jeune retraité, Bernard. Et vous-même, je crois que vous avez dû faire une petite pause dans votre course-poursuite professionnelle. Est-ce que c'est pour cela que vous vous intéressez à la retraite, où il n'y a pas forcément de rapport avec votre propre vie ? Alors si, en fait, chacun de mes romans a toujours une résonance avec ce que je peux vivre. Et effectivement, l'année dernière, quand j'ai écrit ce roman, j'étais en plein changement de vie. Je venais de quitter l'Italie où j'avais passé 5 ans, où j'avais commencé à écrire là-bas, à m'aimer dans les orties. Et pour la première fois, je me suis un peu retrouvée avec mon mari. On avait un nouveau rythme qui n'était plus celui de l'entreprise. Parce qu'entre-temps, j'avais démissionné de mon entreprise pour me consacrer à l'écriture. Et j'ai eu l'impression d'avoir cette chance extraordinaire d'avoir du temps, de pouvoir décider ce que j'allais en faire. Et je me suis dit, certaines personnes n'ont jamais ce luxe. Ils passent leur journée et leur vie à travailler. Et puis parfois, ils ne profitent même pas vraiment de leur retraite, qui leur arrive un petit pépin de santé. Et je me suis dit, j'aurais envie de parler de ça, d'un couple un peu modèle, Bernard et Brigitte. Elle adore sa retraite, elle est contente, elle est épanouie. Lui, il veut absolument pas la prendre. On le force, on le met à la retraite et il le vit très très mal. Et en fait, ce couple-là va être un peu un contre-modèle pour leurs enfants qui vont se dire, mais en fait, nous, on veut pas de votre vie, nous, on veut profiter maintenant. Et il y a des choses vraiment essentielles dont il faut prendre soin, et notamment l'écologie. Et je crois savoir que c'est votre personnage quasiment qui vous a modelé et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'avant d'écrire ce livre, est-ce que vous étiez une écologiste militante ? Est-ce que vous étiez zéro plastique à la maison ? Absolument pas. En fait, mon mari est sensible à ces sujets-là. Je crois que quand on s'est rencontrés, il m'a dit on fera 2 enfants et pas 3 parce qu'on est déjà trop nombreux sur la planète. Là, j'ai fait t'es sympa, toi t'es 4 frères et sœurs. Moi, j'ai pas eu cette fratrie-là. J'aimerais bien la retrouver en tant que maman, mais j'ai pas eu le droit. Donc ça, voilà. Lui, il était déjà engagé. À la maison, on mangeait bio, mais on mangeait bio. Enfin, pour moi, c'était parce que j'avais peur d'être malade. L'environnement, tout ça, c'était pas monté jusqu'à mon cerveau. Et en fait, en écrivant cette histoire de retraité, je me suis dit, Bernard, qui va se retrouver désœuvré, il va vouloir, comme d'habitude, continuer à faire tout en grand. Donc, il va s'occuper de son potager, mais il va vouloir faire un méga potager. Il n'aura pas 2-3 poules, mais il va avoir, 400 poules. Et puis, je me suis dit, mais en fait, il va se prendre conscience
que son voisin qui met des pesticides lui pourrit son propre jardin qu'il essaye de faire bio. Et je me suis dit, en fait, j'aimerais qu'il aille encore plus loin et qu'il aille dans une démarche, mais zéro plastique et zéro déchet. Et donc, j'ai introduit le personnage de son petit-fils qui s'appelle Paul, qui a un devoir avec l'école, un exposé, et il demande à son grand-père de l'aider. Et ensemble, ils se mettent d'accord pour essayer de faire le zéro plastique pendant un certain temps. Et Bernard, qui fait jamais rien à moitié, va décider donc d'aller jusqu'au bout et de faire carrément zéro déchet. Et plus je m'informais sur Bernard et sur cette nouvelle façon de vivre, et plus moi-même je me disais mais ça ne fait aucun sens par exemple de prendre un gobelet en plastique, de boire et de le jeter. Ça ne fait aucun sens, même quand tu as soif dans le train, d'acheter une bouteille en plastique. Ça ne fait aucun sens de se démaquiller avec des cotons qu'on va jeter. Enfin, tout ce que je faisais qui était jetable, j'en ai pris conscience, alors qu'avant je ne l'avais pas du tout en tête. Et donc c'est ce roman et ce personnage qui m'ont fait évoluer dans ma vie aujourd'hui. Et donc concrètement, il y a eu un avant et un après. Alors moi, j'ai énormément aimé cette relation entre le grand-père et son petit-fils, qui échappe à toutes les autres relations dans la famille, avec ce grand-père qui est assez bougon, assez détestable au début du livre, il faut le dire quand même. Ils sont toujours détestables, mes personnages. Mais après, j'aime les faire changer. Brigitte, non, elle est plutôt très sympa dès la première page. Oui, mais il y a toujours... Voilà, moi, j'ai besoin de ces personnages, notamment souvent féminins, Brigitte ou alors Martine dans Voiture Simone, qui sont un peu le... Ouais, c'est des faits, mais c'est surtout le lecteur classique. En fait, le lecteur se dit elle a raison. Et rapidement, on va se rendre compte que dans sa folie, Bernard n'a peut-être pas complètement tort. Et elle-même va commencer à changer. Et voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien qu'il y ait un personnage qui ait la voix de la raison, et on se rend compte que celui qu'on pensait être le fou ne l'est peut-être pas complètement. Et vous décrivez aussi une très jolie relation entre les grands-parents et leurs petits-enfants, qui échappe aussi aux dictates des parents, où on est peut-être moins sévère quand on est grands-parents, et ils aiment bien faire des bêtises ensemble. La grand-mère qui glisse des bonbons dans les poches de ses petits-enfants, ils les font coucher dehors à la belle étoile. C'est vrai que moi j'ai des souvenirs extraordinaires de moi avec mes grands-parents. Et notamment mon premier roman, j'ai voulu raconter Mémé dans les orties en hommage à mon grand-père, qui est toujours vivant, parce qu'avec lui, je faisais des bêtises. Et je trouve ça dingue quand on devient grand-parent, on peut s'autoriser à redevenir enfant. Et voilà, à faire ensemble. Moi, je me souviens que ma grand-mère, elle disait « Allez vous coucher !» Et mon grand-père et moi, on se cachait, on ne voulait pas aller se coucher. Et on veillait tard le soir et on se racontait des histoires. Et voilà, c'est c'est toujours émouvant pour moi. Et je crois que c'est pour ça que j'ai toujours besoin de cette transmission dans chacune de mes histoires. C'est sûrement un des secrets pour lesquels vous touchez autant votre public. Laetitia Colombani, vous aussi, vous êtes parmi les tops en librairie, et vous avez dépassé le million avec votre précédent livre, La Tresse, qui s'est donc vendu à plus d'1 million d'exemplaires, qui a été traduit dans 32 pays. Et pendant qu'il continue son petit bonhomme de chemin, vous avez écrit ce deuxième roman chez Grasset, Les Victorieuses, qui est inspiré d'une histoire vraie. Alors cette fois, on est peut-être moins dans la fiction que dans La Tresse. Vous êtes inspiré directement de Blanche Perron, qui est une des chefs de l'armée du salut en France, et grâce à qui aujourd'hui on a encore une maison qui s'appelle le Palais de la Femme, qui est apparue rue de Charonne, avec bizarrement une oubliée de l'histoire, puisque Blanche Perron, je ne sais pas vous-même comment vous êtes arrivé à elle, mais c'est une femme que finalement l'histoire, les personnes ont oubliée. Oui, moi je suis partie pour ce deuxième roman d'une découverte, celle du Palais de la Femme, donc à Paris, qui est un établissement qui existe depuis 1926, qui est un lieu d'accueil pour les femmes, le plus grand lieu d'accueil pour les femmes en Europe. Il y a 450 femmes qui vivent là-bas, de toutes les nationalités, de toutes les religions. C'est une sorte d'endroit qui pourrait ressembler à la Tour de Babel, puisqu'on y parle une quarantaine de langues différentes. Et cet endroit a été fondé donc par Blanche Perron. C'est vrai que Blanche Perron, elle est née au 19e siècle. Elle a œuvré toute sa vie pour l'armée du salut avec son mari Albin. Et elle a pris conscience dans les années 20 qu'il manquait des lieux d'accueil pour les femmes. Et elle voulait se battre pour cette cause. Elle était bouleversée par les femmes qu'elle croisait dans la rue. Elle rencontrait des femmes avec des enfants, des bébés qui n'avaient pas de toit pour s'abriter, qui n'avaient pas de quoi manger. Et elle a dédié vraiment sa vie à cette cause-là. Et moi, j'ai trouvé que finalement, l'histoire avait injustement oublié le combat de Blanche Perron. C'est un personnage de femme, une femme courageuse, engagée, militante. Et j'avais envie de lui rendre hommage à travers ce roman. Mais comment s'est passée votre rencontre avec elle? Comment l'avez-vous connue, découverte?
Quand j'ai découvert le Palais de la Femme, un jour, je me promenais dans ce quartier. J'avais un rendez-vous dans ce quartier que je connais assez peu, le 11e arrondissement de Paris. Et je me suis perdue et je me suis retrouvée devant ce gigantesque bâtiment qui est magnifique, qui est classé au titre des monuments historiques. Et je me suis approchée pour lire. Il y a une plaque en bronze qui détaille toute l'histoire de ce lieu. Et la plaque mentionnait Blanche Perron. Je n'avais jamais entendu parler de Blanche. Et j'ai commencé des recherches. J'ai eu du mal d'ailleurs à trouver des documents sur elle. J'ai été obligée d'acheter des livres qui sont parus dans les années 30, des livres un peu difficiles à trouver. Et j'ai aussi pu faire des recherches dans les archives de l'Armée du Salut, puisque ce bâtiment aujourd'hui encore est géré par l'Armée du Salut. Et le destin de Blanche Perron que j'ai découvert là, je l'ai trouvé romanesque. Et je me suis dit, voilà une femme qui était très en avance sur son temps, qui a fondé avec son mari, qui a fondé un couple absolument égalitaire. C'était 2 soldats qui se battaient ensemble pour un monde plus juste. Et j'ai eu envie de les placer au cœur de mon livre. Alors, votre marque de fabrique, si on peut dire, parce que c'est votre 2e livre, c'est justement de mêler entre elles les histoires. Et il n'y a pas que l'histoire de Blanche Perron dans ce roman Les Victorieuses, il y a aussi Solène, une anonyme, une femme d'aujourd'hui, contemporaine, qui est avocate, qui a un burn-out, qui est donc, même, on peut parler de dépression, parce que c'est pas uniquement professionnel, elle s'est aussi sortie d'une histoire malheureuse, elle a son fiancé qui est parti, qui l'a laissé, et qui va faire des recherches pour se trouver un travail dans une association, qui va tomber sur le Palais de la Femme, qui va voir qu'on demande un écrivain public, et qui se dit pourquoi pas. Et quand elle arrive là-bas, elle ne connaît rien du monde de l'Armée du Salut, mais rien non plus de ce monde des associations, des migrantes, de ces femmes seules. Et c'est la découverte de ce monde qui va l'aider à guérir. Oui, en fait, Solène, elle vient d'un milieu protégé, aisé. Elle est avocate. Elle a priori tout réussi dans sa vie, sauf peut-être l'essentiel. C'est-à-dire qu'elle a perdu le sens de ce qu'elle fait. Elle a perdu l'amour aussi. Et quand elle va accepter cette mission d'écrivain public, c'est aussi pour tenter d'aller mieux, tenter de trouver un sens. Et elle va se découvrir utile dans cette fonction d'écrivain public, c'est-à-dire qu'elle va mettre sa plume au service de toutes ces femmes du palais. Elle va écrire des curriculum vitae, elle va les aider à écrire des lettres de motivation, mais aussi des lettres plus personnelles, des lettres d'amour. Et elle va finalement remonter la pente, elle va guérir parce qu'elle va découvrir que oui, elle peut être utile. Et finalement, elle va aider ces femmes et ces femmes-là aussi vont l'aider d'une certaine manière. Mais c'est un métier assez fabuleux. Personnellement, je ne savais pas qu'il existait encore en France des écrivains publics. On en a parlé pour préparer cet entretien. Vous m'avez dit qu'il y en avait aussi finalement beaucoup dans les mairies. Oui, dans les mairies. On peut encore avoir accès à des écrivains publics. Dans d'autres pays, en revanche, c'est beaucoup plus fréquent. Et vous-même, est-ce que vous avez exercé, rencontré des écrivains publics ? Alors, je n'ai pas moi-même exercé cette fonction, mais ça me plairait beaucoup de le faire. En revanche, j'ai pu suivre un écrivain public qui est celui du Palais de la Femme, qui est un homme retraité qui se rend toutes les semaines au Palais de la Femme pour aider les résidentes dans leur courrier. Et puis j'ai aussi pu avoir différents témoignages d'autres écrivains publics. Moi, je trouve ça très généreux de prêter ses mots, de prêter sa plume à des personnes qui n'ont pas forcément une aisance en rédaction ou qui maîtrisent mal le français. Et finalement, je trouve aussi que les écrivains publics, ils sont un liant social. Il y a des gens qui ont besoin aussi de ça pour s'intégrer à la société. C'est vrai que quand on maîtrise mal la langue, on a parfois du mal à trouver du travail, à trouver un logement, etc. Et je trouve assez beau que ces personnes-là, les écrivains publics, mettent leur plume au service des gens qui en ont besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, le travail de l'Armée du Salut, donc au sein du Palais des Femmes, est toujours aussi important que ça l'était à l'époque de Blanche Perron ? Parce que maintenant, les pouvoirs publics ont aussi suivi un peu les traces de l'Armée du Salut, mais on a toujours autant besoin de l'Armée du Salut aujourd'hui ? Oui, l'Armée du Salut, c'est une association, c'est une des plus anciennes associations à vocation humanitaire qui existe.
Ils étaient là donc dès la fin du 19e siècle. Et finalement, l'armée du salut, c'est toute une armée de milliers de personnes qui ne font pas de bruit. On entend très très peu souvent parler d'eux, mais ils agissent, ils sont là sur le terrain. Ils gèrent énormément de centres en France, que ce soit pour les personnes migrantes, que ce soit pour les personnes âgées, pour les enfants atteints de troubles, etc. Ils sont présents sur beaucoup de fronts en même temps. Et moi, j'ai vraiment découvert ce milieu de la solidarité, l'engagement des travailleurs sociaux, de toutes ces personnes qui encadrent et qui sont vraiment dévouées et qui font un travail de l'ombre, je dirais, un travail de terrain. L'Armée du Salut, par exemple, a toute une petite, un petit groupe qui sillonne les rues de Paris à l'aube. Qui font des maraudes. Qui ramènent des femmes dans ce palais. Qui ramènent des femmes au palais, qui donnent à manger aussi à ceux qui dorment dans la rue. Eux voient qui sont ceux qui dorment vraiment dans la rue, qui ont vraiment besoin d'aide. Et ils font un travail admirable de chaque instant. Et lors de votre reportage au Palais de la Femme, parce que vous y avez passé du temps, est-ce que vous avez compris quel était le mécanisme de sélection? Parce que j'imagine que tout le monde ne peut pas arriver au Palais. C'est formidable de se voir attribuer un studio. Vous dites qu'il y a des kitchenettes, il y a des espaces communs. On peut faire de la danse, du piano. On a droit aussi d'aller dans des cours d'anglais, d'espagnol. Comment on décide qui a droit d'aller ou pas dans ce Palais des Femmes? En fait, il y a une certaine liste d'attente, bien sûr. Il y a beaucoup de demandes au palais. Les personnes qui arrivent là sont de toute façon en général orientées par le SAMU social. Elles déposent un dossier, en tout cas on les aide à déposer un dossier. Après il y a un problème de place. C'est vrai que le Palais de la Femme accueille aujourd'hui plus de 450 femmes. Il y a des hommes depuis très récemment qui sont également admis. Il y a aussi quelques familles, il y a aussi une partie qui fait pension de famille. Voilà. Ensuite, ce que je trouve formidable, c'est que au Palais de la Femme, le principal, le plus important, c'est l'être humain. On ne va pas laisser quelqu'un dehors dans la rue. Et puis surtout, on va trouver toutes les solutions pour que la personne n'y retourne jamais. Et c'est notamment au Palais de la Femme où est ouvert un grand gymnase, par exemple, pour le plan grand froid, où toutes les femmes peuvent être accueillies de façon inconditionnelle. Donc je trouve qu'il y a, on met l'humain en premier, et ça c'est quelque chose dans notre société qui fait du bien. Et vous avez ce très joli nom, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez inventé ou s'il existe vraiment au sein de l'Armée du Salut, les anges, qui justement réussissent à sortir de la rue ou à sortir la première main tendue envers ces personnes désespérées, ces femmes. Oui, il y a vraiment les assistantes sociales, par exemple, qui font un travail. On les appelle vraiment des anges gardiens. C'est moi qui ai voulu leur donner ce titre, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui changent la vie. Voilà, moi j'ai rencontré une femme, par exemple, à l'Armée du Salut, qui m'a dit, mais si je n'avais pas été accueillie au Palais de la Femme, je serais morte, je ne serais plus là aujourd'hui. Cet endroit m'a sauvé la vie. Ces personnes-là m'ont tendu la main. Et voilà, ce qu'on dit à l'Armée du Salut, c'est que quand on vous prend la main, on ne la lâche plus. Alors, vous n'êtes pas la seule à remonter le temps. Romain Puertolas aussi, vous vous êtes amusé à embarquer dans cette machine. Vous, c'est dans les années 60. Vous nous transportez avec la police des fleurs, des arbres et des forêts, avec un garde champêtre, parce que c'est le surnom du garde champêtre local d'un village qu'on appellera P, pour ne pas dire Puertolas, qui est peut-être un village espagnol, mais que vous situez en France. Ça se passe donc dans les années 60 et on suit l'enquête d'un officier de police, on ne dira pas inspecteur, puisque au début du livre, vous précisez bien qu'on ne dit plus inspecteur. Et cette enquête, on va la suivre à travers des lettres. Donc c'est un échange épistolaire entre la procureure et l'officier de police qui raconte donc qu'il faut élucider un meurtre, un crime abominable, puisqu'on a retrouvé un certain Joël découpé en morceaux dans une usine à confiture et qu'on a vite enterré. Donc quand il arrive au village, le corps est déjà enterré. À lui, à charge de trouver le coupable. Mais vous m'avez bien dit, attention, je n'écris pas de polar, ce n'est pas vraiment un roman policier ou ce n'est pas le plus important. Oui, non, c'est ce qui est écrit au début. Alors, moi, je suis policier, je suis capitaine de police, mais mon micro est... Donc, on pourrait éteindre celui-là peut-être, parce que je crois que c'est lui qui fait du bruit. Là. Donc, je suis policier, mais j'écrivais pas de roman policier, c'est moi en fait.
Et on me disait toujours, bah, vous n'écrivez pas de romans policiers. Je dis non, parce que, en fait, je lis pas de romans policiers parce que, bon, vous avez une situation, vous avez généralement un meurtre, et puis vous avez 3 ou 4 personnes qu'on vous présente et tout ça. Et puis à la fin, c'est une des 3 ou 4 personnes. Voilà. Et moi, j'attends le petit truc qui fait que c'est pas que ça. Et j'aimais beaucoup quand j'étais jeune Agatha Christie, parce qu'effectivement, c'est un des 3 ou 4 qu'on vous a présenté, mais il y a un truc. Quand vous prenez Le Crime de l'Orient Express ou Roger Ackroyd ou Les 10 petits nègres, vous avez vraiment quelque chose qui est extraordinaire au niveau de la fin. Et alors, en fait, je ne pensais pas écrire de policier, mais un jour, en allant dans un salon, j'arrive dans un pays, c'est un pays étranger, je ne vais pas dire lequel, j'arrive à l'aéroport et au relais, je vois un livre qui est partout. Je ne connais pas l'auteur, je ne connais pas le livre. Et quand on me prend dans la voiture pour m'amener au salon, je dis, c'est qui cet auteur, c'est quoi ce livre? Et on me raconte, c'est un auteur qui est très connu et il vient d'écrire ce livre-là. Et on me fait très rapidement un pitch de quelques secondes. Et là, je trouve le twist final, le coup de théâtre final, génial. Au sens de génie, brillant. Je dis, waouh, j'adore. On arrive au salon, il me fait rencontrer cette personne-là, je lui prends son bouquin, je signe des livres, le soir je rentre dans ma chambre d'hôtel, je commence à lire le livre, je lis 1 page, 10 pages, 50 pages, 100 pages, 150 pages, je finis le livre et je m'aperçois que ce n'était pas du tout l'histoire que j'avais comprise. En fait, c'est pas volontaire, mais comme me l'avait raconté cette personne, on pouvait la comprendre d'une autre façon. Et comme moi je comprends toujours les trucs d'une autre façon, eh bien en fait je l'ai comprise d'une autre façon avec ce twist-là qui n'est pas du tout dans le livre. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit cette histoire. Et j'ai écrit cette histoire parce que j'avais... Vous l'avez envoyée à l'auteur? Comment? Vous avez envoyé l'histoire? Oui, je lui en ai parlé. D'ailleurs, je lui ai donné l'idée. J'ai dit, ton histoire, je l'ai comprise autrement. Et il a tout bien ça. pris? Non, il m'a dit qu'il trouvait vachement bien mon idée à moi. Et je lui ai dit, je te donne l'idée. Mais au bout de quelques mois, je le rappelle parce que moi, ça commençait à se construire. Et je lui ai dit... T'as écrit un livre avec l'idée que je t'ai donnée? Il me dit non, je suis sur d'autres projets, tout ça. Je dis bon, je te la reprends alors, passe-moi. Et il me dit oui, bien, pas de souci. Il est au courant, il a reçu le livre et tout ça. Machin. Il a même donné des interviews sur ce bouquin-là. Alors c'est qui cet auteur? Ah non, je peux pas le dire parce que ça donnerait des pistes. Mais dans un an, il y est dedans. Et donc voilà pourquoi j'ai écrit cette histoire. C'est en effet un roman policier, mais comme je le dis au début, avec un truc qui change tout à la fin. Voilà, une petite surprise. Parce que pour ceux qui connaissent mes livres, savent qu'il y a toujours un petit grain de fantaisie. Puisque j'ai pour avoir de la dosé fantaisie, l'humour. il y a beaucoup de fantaisie. Ouais. Déjà aussi dans la manière dont vous introduisez la nature dans votre roman. Parce que c'est un roman peut-être pas naturaliste, mais en tout cas sur le mode naturaliste. C'est-à-dire que vous pastichez beaucoup de choses. Vous pastichez les années 60, vous introduisez des anachronismes, puisque Madame la procureure n'aurait pas pu exercer ce métier dans les années 60. Vous parlez de dîners où on mange... des mets qu'on ne mangerait plus aujourd'hui, ou peut-être à Brive, je ne sais pas, je ne vais pas m'avancer, qui sont inspirés d'ailleurs apparemment de têtes de veau que vous avez partagées avec... C'est le salon de Vannes, la tête de veau. Ouais. Et vous avez eu plaisir à écrire ça, à vous plonger dans ce pastiche, à faire revivre un peu cet avatar des années 60 ? Oui, alors j'ai pris les années 60 pour le coup de théâtre final, parce que maintenant, ce ne serait plus possible. Voilà, pour ça. C'est pas une piste, hein, ça vous dit pas grand-chose, mais en tout cas, c'était important. Ça permet aussi d'isoler les personnes, parce qu'il n'y a pas encore les réseaux sociaux, il n'y a pas encore Internet, on est obligé de s'écrire des lettres, et en plus, le téléphone a été coupé. Oui, il y avait un gros contraste entre la campagne, entre le monde rural et la ville, qu'aujourd'hui, il n'y a plus. Hein, on a tous, à la campagne, il y a tout ce qu'il y a à la ville. Mais à l'époque, il y avait vraiment un grand fossé. Et moi qui suis très citadin, très urbain, ça m'a permis, je suis cet inspecteur de police, je me suis rajeuni, il a 24 ans, mais je suis cet inspecteur de police très urbain qui arrive là à la campagne et qui ne comprend pas les codes. Et alors chacun parle un langage différent et ils ne se comprennent pas très bien en fait. Et j'ai joué sur ça. Et ça a été un grand plaisir. C'est très littéraire, le monde de la campagne, parce qu'il y a un rythme qui est différent de celui de la ville, qui est moins prononcé, qui est moins effréné. Quand on va moi, quand je suis parti en nature, j'ai commencé à l'écrire effectivement au pied des Pyrénées, dans un petit village qui s'appelle Puertolas, pour le coup, et où il y a 2 habitants dans ce village. Il n'y avait rien à faire, il n'y a que des excursions à faire dans la forêt, aller chercher les champignons, regarder les fleurs. Et ce rythme-là est très littéraire, et c'est pour ça qu'il y a des lettres. On n'est plus avec le téléphone portable, on n'est plus avec le mail et tout ça. Vous rentrez dans ce livre, vous êtes en 1961, il n'y a plus de téléphone,
et vous lisez des lettres qui sont envoyées d'un inspecteur à la procureure de la République qui est à la grande ville. Et là, il commence à se dégager une atmosphère, des odeurs que j'ai vraiment ressenties à la campagne, puisque pour le coup, ils avaient déversé du purin de porc la semaine où j'y étais. C'était intenable. Et je le mets à un moment donné dans un chapitre. Et ce qui était marrant, c'est que je fermais les fenêtres en partant de la maison. Et ma femme les ouvrait. Elle me disait, mais il faut aérer un peu. Je dis, mais attends, mais t'es folle, j'arrivais peu à respirer. Et je rentrais dans ma chambre et ça puait comme ça puait dehors. J'essayais de créer une capsule hermétique. Et donc, il y a de ces ressentis-là dedans. Et on a une enquête de police, pour le coup, très policière, puisque j'ai été très scolaire. Vous avez des auditions, et ces lettres sont mélangées à des enregistrements audio. Parce qu'en fait, si ce n'avait été que des lettres, on n'aurait pas eu d'action. Puisque des lettres, elles arrivent... Il y a un délai avec les lettres. C'est un peu un Mr Gadget, votre inspecteur de police, parce que la manière dont il enregistre... Oui, c'est vrai, il a une sacoche sur lui avec un enregistreur. Mais il ne veut pas Pour dire ceux qui connaissent, c'est le Nagra 3. C'est la caméra cachée avant l'heure. Oui, et il dit rien. Il dit rien parce que ça pourrait fausser en fait. C'est très malin. Ça pourrait fausser les auditions. Et qu'il faut réenclencher il va aux toilettes pour remet, changer la bande ou changer les piles aussi. Et en fait, il l'a toujours en permanence. Et comme ça, il a vraiment de manière exhaustive ce qui a été dit, mais aussi les sons qu'il y a pu avoir. Et c'est ce qui m'a permis de mettre l'action parce qu'à un moment donné, vers la fin, il y a le rythme qui s'accentue. Et là, on entre vraiment dans l'audio. Et je voulais que le lecteur soit dans l'action, ce qui n'était pas possible avec des lettres. Et à la fin, ça s'accélère jusqu'à ce climax, on va dire, cette fin, voilà. Et dans les pièces versées au dossier, il y a aussi des fleurs, dont une, l'héroïne de ce roman, la Gaillarda Clémence. Vous étiez un spécialiste des fleurs, c'est une de vos passions secrètes. Ah, c'est marrant parce que dans des journaux, ils titrent le plus poétique des policiers, c'est mignon. Hein, Non, j'avais aucune formation en fleurs. Et j'ai recherché. Tout est vrai dans ce que vous racontez sur ces fleurs qui doivent être cultivées en serre. La gaillarde existe, mais comme les caractéristiques de la couleur avait une importance. Voilà. Mais comme les caractéristiques de la gaillarde ne me satisfaisaient pas pour certaines choses, j'ai inventé en fait une variété. Donc on a une Gaillarda Clémence qui s'appelle. Et qui est une variété, ne cherchez pas, hein, elle n'existe pas, je l'ai inventée. Mais je décris un petit peu sa nature et elle permet, vous savez, à un moment donné, quand en tant qu'auteur, on a des limitations avec la réalité, et c'est là qu'intervient cette imagination qui fait qu'on peut se permettre d'inventer des choses. On s'arrange bien en fait, hein, voilà, on s'arrange toujours pour sortir pour retomber sur nos pattes. Bon, on n'en dira pas plus pour garder le secret sur votre livre, pas donner trop d'indices. Et puis, si on est réunis aujourd'hui autour de la table, c'est aussi pour parler des livres qui sont en haut de la pile. Ce sont vos livres à tous les trois qui fonctionnent très bien. Et on vous met souvent sous un vocable, alors les journalistes, les libraires, grand roman populaire. Alors, qu'est-ce que c'est le roman populaire ? Qu'est-ce que c'est que ce vocable ? Est-ce que c'est français ? Est-ce que c'est un roman qui plaît au plus grand nombre ? Parce que, comme je l'ai dit au début, vous vendez énormément d'exemplaires. Est-ce que le roman populaire, c'est un livre qui se lit facilement et qui tend la main aussi à un public qui est peut-être effrayé aussi par d'autres types de romans ? Ça, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Pour moi, j'ai quand même l'impression que les romans populaires, c'est exactement comme les films, en fait. C'est comme les comédies populaires. C'est le genre d'ouvrage, on va dire, culturel, enfin, si c'est un livre aussi, un film qui fait l'unanimité, qui peut voyager dans toute la famille, qui fonctionne par le bouche à oreille, qu'on s'approprie et qu'après on a envie de transmettre à ses propres enfants et à ses proches et à ses amis. Donc pour moi, c'est dans la noblesse du mot populaire, c'est choisi par le public. Et c'est le bouche à oreille qui fait tout le succès. Et après, dans mon cas personnel, c'est vraiment... Les médias sont arrivés peut-être 3 ans après. Mais tout a commencé par l'amour des lecteurs. Laetitia Colombani ? Moi, je suis très touchée quand je vois en tout cas des... Je crois qu'il est éteint, votre micro. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça marche. Merci. Je suis émue quand je vois des lecteurs, des lectrices de générations différentes
venir me rencontrer en dédicace quand je vois des jeunes filles accompagnées de leur mère, de leur grand-mère, des enfants, puisque j'ai aussi décliné mon premier roman sous forme d'album pour enfants avec leurs grands-parents. Ce côté populaire, je pense, qui s'exprime aussi par le fait qu'il y ait vraiment, je dirais pas de 7 à 77 ans, mais en tout cas, la possibilité de partager le livre, et je pense que c'est exactement la même chose pour les livres d'Aurélie et de Romain, la possibilité de partager le livre autour de soi, que ce soit dans le cercle familial, dans le cercle professionnel, de l'offrir. Et moi, je sais que ça, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup. Romain Puertolas, votre avis? Oui, moi je suis ravi. Ça ne veut pas dire grand-chose, hein, je pense, le truc de populaire. Parce qu'en fait, c'est écrire pour tout le monde. Voilà, et c'est ce qu'on fait, c'est écrire des livres pour tout le monde, qui soient lus par le plus grand nombre de personnes. On n'écrit pas, c'est très élitiste de dire moi j'écris pour ceux qui portent des lunettes, hein, ou moi j'écris pour ceux qui ont des grandes oreilles. Vous voyez, non, on écrit pour tout le monde, pour ceux qui ont des lunettes et des grandes oreilles. Oui, mais la différence, c'est que vous touchez vraiment tout le monde. Ah après, qu'on touche ou qu'on touche pas, là c'est une chance, c'est plein de facteurs qui fait ça, on ne les contrôle pas. En tout cas, ce qu'on contrôle, nous, c'est comment on veut apporter les choses au plus grand nombre. Parce qu'on pourrait écrire des choses, moi je peux écrire des choses pour 2 personnes, des trucs complètement imbitables ou qui ne veulent... Enfin, je sais pas, on peut toujours trouver un moyen. Justement, l'effort est fait pour parler à tout le monde, pour qu'il y ait des références pour tout le monde. Et ça, c'est très intéressant, autant pour un enfant que pour une personne adulte, ou pour plusieurs personnes adultes mais qui ont eu une éducation différente, qui ont vécu dans des milieux sociaux différents, qui n'ont pas les mêmes références. Donc moi, ce que j'essaye de faire toujours, c'est d'avoir des références. Et je suis issu de ça, parce que de par ma maman, j'avais un côté, comme on va dire, très populaire, et de mon papa très érudit, très pointilleux. Et en fait, j'ai eu les deux. Et comme je dis, je peux regarder Pékin Express ou Masterchef à la télé, et en même temps lire Victor Hugo et avoir des conversations... Et je veux dire, et c'est ça, il faut parler à tout le monde en fait, parce qu'on est tous des êtres uniques avec nos éducations et notre bagage culturel, qui fait que voilà, c'est plus intéressant de parler à tout le monde que de parler à 2 ou 3 personnes. Parmi toutes les personnes qui viennent vous voir dans ces salons, qui viennent vous parler, il y en a certainement beaucoup qui doivent vous dire que vous les avez remises à la lecture. Est-ce que c'est un peu le plus bel hommage, le plus beau remerciement qu'on peut vous faire? Est-ce que vous êtes conscient de cette charge? Effectivement, moi c'est ce que je leur dis à chaque fois. Enfin, quand quelqu'un arrive et qui me dit voilà, j'aimerais que vous dédicaciez pour mon mari, Thierry, Cédric, etc., qui n'a jamais aimé lire. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, avec vous, il a eu un déclic. Et en fait, il ne lit qu'un seul livre par an, c'est le vôtre. Alors là, franchement, il faut aller chercher d'autres auteurs. Mais moi, ça me touche énormément de pouvoir réconcilier quelqu'un avec la lecture, parce qu'on peut l'aborder parfois à l'école, en être traumatisé parce que parfois on est trop jeune pour lire certains textes, on ne les comprend pas forcément. Et après de se dire finalement la lecture c'est absolument pas pour moi. Et donc quand quelqu'un peut me dire grâce à vous j'ai repris plaisir à lire, moi j'ai dépassé la page 5, ça faisait plus de 10 ans que je m'étais arrêtée de lire en me disant non, j'y arrive plus, c'est plus pour moi, je préfère peut-être faire d'autres activités et plus forcément lire. Et ça c'est ce qui me touche le plus, parce que moi je sais à quel point les livres ont sauvé ma vie, et de pouvoir offrir entre guillemets des petits voyages à tout le monde, aux hommes, aux femmes, à ceux qui n'aiment pas lire, ceux qui lisent peut-être un livre par an ou qui n'en lisaient pas depuis très longtemps, ou alors ceux qui en dévorent aussi 40 par an ou plus, c'est une énorme fierté. Et effectivement, dès que quelqu'un me dit ça, à chaque fois je suis extrêmement émue, et je me dis mais c'est le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire à nous auteurs, parce qu'on sait pourquoi on se lève le matin et qu'on écrit. Laetitia Colombani, j'aimerais vous poser la question à vous qui êtes aussi réalisatrice. Quelle est la différence entre une popularité au cinéma, avec vos films qui ont également bien marché, et vos livres? Est-ce que vous les recevez de la même manière, ces remerciements du public? Peut-être qu'avec le livre, avec les salons, c'est plus facile de palper ça? Oui, c'est étonnant. Je trouve que le rapport du public entre un film et un livre est différent. En tout cas, dans mon expérience, j'ai le sentiment qu'un livre, les gens vont peut-être davantage se l'approprier de façon intime, parce que lire un livre, ça demande une démarche active. Et finalement, quand on lit,
on est soi-même un metteur en scène, en fait. On visualise, on crée son propre univers à partir des mots de l'auteur. Et c'est comme s'il y avait une forme d'appropriation. Et j'ai le sentiment que cette appropriation, elle est plus grande avec l'objet livre qu'avec un film. En tout cas, dans les rencontres que j'ai avec les lecteurs et les lectrices, bien, les gens me livrent des choses peut-être plus profondes ou plus intimes que dans les rencontres autour des films. Et là, vous allez pouvoir comparer encore plus loin, puisque vous réalisez vous-même La Tresse, dont le tournage va commencer l'année prochaine. Oui, je suis en préparation du film, donc l'adaptation de La Tresse que j'ai coécrite avec Sarah Kaminski, qui est ma complice scénariste. Et puis, on devrait tourner en 2020, et donc le film sortira normalement, si tout va bien, en 2021. Est-ce que vous avez transformé le scénario pour l'adaptation, ou est-ce qu'on va être fidèle au livre que l'on connaît ? Alors, les personnes qui l'ont lu autour de moi, dans mon petit cercle rapproché, m'ont dit le scénario est supérieur au livre. Simplement, il y a des idées que j'ai eues rétrospectivement, que je n'avais pas eues à l'époque de l'écriture du roman et que j'ai eues dans l'écriture du scénario. Donc, en tout cas, je pense qu'il est très fidèle. Et puis, il y a quelques idées, oui, qui sont nouvelles, mais qui restent de toute façon dans cette veine. Et moi, mon souci constant de scénariste et de réalisatrice sur ce projet, c'est d'être fidèle à mon envie première, raconter cette histoire et parler des femmes dans le monde d'aujourd'hui. Romain Puertolas, une dernière question avant de rendre l'antenne sur peut-être les points communs qu'on a entre vos 3 romans, qui ne sont pas seulement la popularité, mais le côté positif qui émane de vos livres. Ce sont des livres qui font du bien, qui mettent du baume au cœur. Alors parfois on parle de psychologie positive, ce qui n'est pas du tout le cas dans celui-là, puisqu'il s'agit d'une enquête, mais ce qui était peut-être plus le cas dans le premier livre qui a fait votre succès. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette expression ? Est-ce que vous êtes un fervent défenseur des livres positifs avec des happy end ? Psychologie positive, non ? C'est une nouvelle classification. Ouais. Sinon, vous enlevez ce mot s'il vous gêne et vous répondez à ma question autrement. Non, mais oui, parce que j'ai jamais aimé en fait les étiquettes, parce qu'on est tellement plus varié que ça. Une personne est tellement plus compliquée que ça. Et c'est vrai. Et moi pour le coup, j'en parle encore d'expérience de cause, puisque après Le Fakir, j'ai écrit une chose complètement différente, un autre livre qui n'avait rien à voir. Enfin, je veux dire dans le ton, dans tout ça. Et mon éditeur m'a dit ouais, bon, c'est pas terrible. Alors j'ai fait la petite fille qui était un peu plus dans ce côté-là. Il m'a dit ah, merveilleux. Et puis j'ai lui proposé un autre manuscrit qui était différent et tout ça. Ouais, bof, pas terrible. Et en fait, je suis resté coincé dans l'armoire avec Le Fakir. Et c'est maintenant que voilà, j'ai changé. J'avais ce livre-là et je pressentais que c'était autre chose et qu'il était nécessaire qu'il soit publié. Je ne voulais pas le ranger et en sortir un autre et je voulais changer. C'est pour ça que j'ai changé d'éditeur et qu'Albin Michel m'a donné cette opportunité de pouvoir sortir ce livre-là que je désirais ardemment publier. Et donc voilà, donc j'aime pas les choses. Moi, je suis une personne très positive, je suis très optimiste. Voilà, je suis né comme ça et donc forcément, j'ai écrit des choses qui sont comme ça et je vis ma vie comme ça. Et puis quand on lit les livres d'Aurélie et de Laetitia, on voit aussi qu'il y a un grand positivisme, une grande force. Et on est comme ça, et en fait, et je crois qu'on ne peut pas écrire autre chose, ou alors il faudrait se forcer. Je pense qu'il ne faut jamais se forcer quand on écrire ce qu'on aime. Donc voilà, et si on nous met dans les feel good books et tout ça, c'est tant mieux. Moi, je préfère faire du bien aux gens que leur faire du mal, on va dire. Donc c'est parfait. Populaire, feel good books, très bien, allez. J'ai pas prononcé à aucun moment feel good books. Mais c'est pas contre vous que je dis ça, c'est parce qu'on lit tout le temps ça et on est tout le temps là-dedans et bon. Et c'est vrai que votre livre-ci est totalement différent, donc je suis ravie qu'Albin Michel ait pu vous permettre d'explorer une autre face plus sombre peut-être de vous-même, et qui sait, on va découvrir d'autres facettes aussi dans les prochains. Idem pour Aurélie Vallogne, puisque je crois que vous avez presque terminé votre prochain livre. Oui, effectivement, juste pour rebondir sur la question précédente, que je sais qu'on est pressé, je pense que personne n'aime les étiquettes, que ce soit les auteurs ou même nous dans la rue. On est bien plus qu'une seule facette qu'on veut bien montrer. Et rien que dans les romans que j'ai déjà écrits, le 4e, il est plus sombre et plus dans les émotions que cette comédie familiale très très drôle. Et le 6e roman, effectivement, sera plus dans la même veine que le 4e, plein d'émotions, de tendresse. Et si on se forçait à se mettre une étiquette feel good, potentiellement on dirait mais attendez, à cette page-là
là j'ai pleuré, à quel moment ça s'appelle feel good? Non, en fait, moi, c'est des romans pleins d'optimisme et de lumière. Je mets la lumière sur des héros du quotidien, et c'est ce que Laetitia fait merveilleusement aussi, et ce que toi aussi, tu essayes de faire. Un petit, voilà, ton petit enquêteur, et il est adorable. Donc en fait, ce qu'on veut faire, nous, c'est juste exprimer notre personnalité, notre sensibilité au monde, dénoncer des injustices d'une certaine manière, et de se dire, si ça peut juste faire ouvrir les yeux. On a la chance d'avoir beaucoup de lecteurs, et passer notre petit message par la petite porte, et que ça fasse son petit bonhomme de chemin, franchement, on aura tout gagné. Merci beaucoup Aurélie Valogne, merci beaucoup Laetitia Colombani, merci beaucoup Romain Puertolas. Donc je pense que le mot de la fin, c'est de dire que vous avez tous les trois beaucoup d'authenticité dans ce que vous écrivez. Et je vous invite, le public, à aller rejoindre sur vos stands respectifs, puisque vous allez être en signature encore cet après-midi et demain. Merci à tous au Forum des lecteurs.